Que tous les membres du jury à la concision, c'est dire que leurs interventions ne pourraient dépasser 15 minutes. Professeur Delia, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. En tout premier lieu, si nous étions sur les champs de bataille, on dirait que j'ouvre les hostilités. Mais loin de moi cette notion de bataille. Mon intervention suivra le squelette suivant, la dimension protocolaire oblige. Je dirais un mot, candidat, en bas d'en arriver à la thèse, où je vais voir la dimension positive et ce que je trouverai peut-être un peu insuffisant, et nous allons terminer par quelques questions. Je voudrais, à cette occasion solennelle, exprimer ma gratitude au comité de gestion, ici représenté par Madame la rectrice, pour m'avoir jugé digne de figurer dans les jurys de cette thèse. Je remercie également du fond du cœur le peuple de lettres et sciences humaines, dont les doyens avec nous ici, ainsi que le département de lettres et civilisation française, le nôtre, pour avoir proposé mon nom pour siéger parmi les savants qui jugent de ce travail. Aux collègues membres du jury, avec moi, je dis aussi un grand merci pour cette fête scientifique. Le candidat, ma joie est très grande aujourd'hui de retrouver mon ancien collaborateur de l'ISP pour nous. Je dois dire que ce jour était très attendu depuis ces années 95, Monsieur Ezaki. Merci de nous avoir réunis autour de cette table scientifique. Et félicitations pour votre patience et surtout pour votre endurance, car cette thèse, comme toute thèse, je n'ai cessé de le dire à mes candidats, cette thèse, comme toute thèse, a son histoire. J'en prends pour exemple la mienne, qui, bien que déposée en France, m'a pris 5 mois avant la défense. Et vous avez fait preuve justement de la patience pendant tout le temps que votre travail a tenté dans l'administration portugaise. La thèse. Ce travail que M. Ezadri nous soumet aujourd'hui est le fruit d'un travail colossal. Le candidat a battu ici un travail de titan. Cette thèse est très riche en enseignements divers. Après les nombreuses rubriques abordées et qui sont suffisamment approfondies, je dois avouer que la thèse de M. Zadri m'a permis de mieux comprendre l'œuvre de Dugarry, dont l'écriture est prismatique et pas toujours facile à cerner. En effet, le style de Dugarry reste sinusoïdal, puisqu'on y trouve des récits émaillés de réflexions du narrateur, de clin d'œil au lecteur, les mélanges de genres et le niveau de langue, etc. Le tout dans une bonne dose de comique et d'humour qui en est différent. Le travail, dans sa version que nous avons sous les yeux, est très bien présenté. Les polices, l'interligne et ceux qui en facilitent la lecture. Le style du chef de travaux Zadri est clair, stylisticien. Les fautes et divers problèmes qui lui ont été soulevés lors de la défense privée, je dois avouer qu'il les a très consciencieusement corrigés et intégrés. Et tout au début de cette séance, il vient encore de nous remettre une liste des ratas, ce qui montre sa conscience pointue en cette matière. La documentation de la thèse est riche. J'ai beaucoup aimé également les conclusions de ces chapitres et surtout la conclusion générale.
Comme œuvre humaine, cette thèse, bien sûr, ne manque pas de lacunes. Mais je dois avouer que la thèse, celle-ci, est l'une des rares qui relève de la stylistique pure. Domaine tant redouté par plusieurs. J'en ai fait la preuve dans ma carrière depuis 1981. Certainement, cette thèse est l'une de celles qui ont osé aborder ce domaine où on ne trouve pas beaucoup de spécialistes. Non seulement au Congo, mais même en France, que je connais bien, les stylisticiens ne sont pas à trouver à tout bout de champ. Et M. le chef de travail Zaghi doit donc se sentir fier d'appartenir à cette prestigieuse famille de stylisticiens. Néanmoins, en lisant sa dissertation, mon soif n'a pas été totalement étanché, car il a manqué à cette recherche l'approfondissement du style de Bugarika selon les rubriques traditionnelles de Charles Bali, sur qui il s'est beaucoup assis. Il s'agit notamment de variétés lexicales et surtout syntaxiques, en rapport avec la thématique traitée, ce qui aurait mieux permis de faire coller la forme au fond. Il est vrai, nous devons le reconnaître, qu'il a abordé certains aspects du style du lexique de Bugarika, notamment page 321 et suivante, mais j'estime que ce relevé ne donne pas un aperçu détaillé et complet du riche lexique de l'œuvre. J'aurais aussi voulu voir le candidat aborder les figures des styles, et notamment les comiques et l'humour, sans oublier l'ironie, qui, tout en servant d'appât au lecteur, constitue une des charpentes du style de Bugarika. Tout à l'heure, je l'ai entendu, monsieur le chef de travaux, passer en revue les écoles dans la stylistique, notre domaine. Je dois signaler au chef de travaux que les travaux de Roman Jacobson sont importants parce qu'ils ont permis d'attirer notre attention sur les processus communicationnels, l'interlocuteur, etc. Ce sont ces travaux qui ont abouti d'ailleurs à l'énonciation et à la pragmatique qui fait mouche aujourd'hui. Je n'ai pas non plus entendu la sémiostylistique de Georges Molinier, qui est une toute née de notre discipline. Il faudra donc que vous puissiez également, dans la suite de vos recherches, vous intéresser à d'autres dimensions. Quand cela me tienne, je crois que la carrière qui s'ouvre aujourd'hui devant M. Ezadri lui permettra d'approfondir donc d'autres dimensions de cette riche culture de Bugarika. Pour me résumer, je dirais donc que je suis très satisfait de ce travail que nous soumet le candidat, ce qui ne m'empêchera pas de lui poser les questions suivantes. M. Ezadri, première question. Peut-on qualifier les romans de Bugarika de réalistes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Deuxième question. Quand vous affirmez, je cite, qu'un auteur ne produit en réalité qu'une seule œuvre, songez-vous à la démarche de Charles Moreau dans des métaphores obsédantes au mythe personnel, ou est-ce autre chose? Troisième et dernière question. Au plan scientifique, quel risque y a-t-il quand un écrivain dirige des travaux sur ses propres œuvres, comme c'est le cas de Bugarika? Écrivain, critique littéraire en même temps. Quel risque y a-t-il dans le
cas comme celui. Voilà, Monsieur le Président, je vous remets la parole. Monsieur Jabri, le professeur Massandi vous a livré son évaluation de votre le professeur Débia, vous a livré ses observations sur votre travail et son appréciation, qui est globalement positive. Il vous a posé 3 questions. Donc la première question consiste à savoir si le roman de Prosper Boubaïka était des romans réalistes. Le roman réaliste relève du mouvement littéraire appelé réalisme en littérature française qui est né plus ou moins en 1850. D'abord avec Georges Sand, Stendhal, puis Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, s'y ont installé solidement. Et le réalisme va évoluer au naturalisme avec Gilles et Edmond, Goncourt et consorts. La caractéristique de ces romans réalistes, il y en a 3. Un roman objectif, un roman impersonnel et un roman stylisé. Et il est question pour nous de vérifier si les romans de Boubaïka sont objectifs, s'ils sont impersonnels et s'ils sont stylisés. D'une certaine mesure, ces romans sont objectifs parce que les faits décrits dans ces romans, on peut les vérifier à travers notre société. Les romans de Boubaïka apparaissent donc comme un miroir qui reflète notre société de la RD Congo en général et la société quinoise en particulier. Par exemple, nous assistons au théâtre vivant, au théâtre plutôt télévisé, sur les scènes de divorce, sur les kidnappings des enfants, sur les vicissitudes au foyer, et c'est le thème cher à Boubaïka, où, dans son premier roman, Prélude dans la demeure, il est exactement question de ces scènes familiales entre un mari homosexuel qui se cache que finalement la femme finira par prendre la main dans les sacs, puis ça créera le divorce et la femme va se marier. Ce sont des choses, des faits que nous vivons dans notre société. Tout comme aussi dans Rends la mort ma rose. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient pour qu'elles tombent grosses afin que l'enfant leur appartienne. Et c'est ainsi qu'elle peut s'enfuir avec l'enfant, d'où les titres Rends la mort ma rose, Lydie. Lydie, c'est ce personnage imaginaire, une femme épousée normalement et ayant pris une grossesse, a plutôt préféré s'enfuir avec la petite Spera que l'auteur dénomme ma rose. Donc l'auteur, sur un ton supplicatif, est en train de rechercher, du moins le personnage central,
est en train de rechercher, donc Victorien Comité recherche la récupération de son œuvre. Ça se vit au quotidien chez nous. Un roman impersonnel. Les romans réalistes s'appuient sur la documentation. Et pour ce faire, on croirait que l'auteur rassemble des informations à travers les bibliothèques, à travers les consultations de sages, à travers les animateurs socio-culturels, pour qu'ils reviennent finalement écrire son. D'où il ne suscite pas de nom dans le roman, même si par moment on sent que les personnages l'incarnent, ou lui incarne le personnage. Enfin, un roman stylisé, c'est justement que là où la part de la fiction intervient, c'est-à-dire qu'il rend la relation de fait, les descriptions des lieux et des personnages relèvent de sa propre imagination. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la première question. La deuxième question, en rapport avec un auteur ne produit qu'en réalité une seule œuvre. Oui, là, brièvement, nous pouvons dire que même si l'auteur écrit des poèmes, des romans, des nouvelles ou des pièces de théâtre, tout ce qu'il écrit apparaît comme la modulation d'une œuvre, d'un thème principal. Nous connaissons le célèbre exemple de Honoré de Balzac, qui a écrit plus de centaines de romans, mais finalement regroupés sous un seul thème, la comédie humaine. Tout comme aussi Émile Zola avec les Rougon-Macquart, histoire d'une famille dont les modulations ont donné naissance à plusieurs romans. Voilà, c'est pourquoi on dit en réalité, un auteur n'écrit qu'une seule œuvre et les autres œuvres apparaissent comme les modulations de ce thème principal qui écrit. Enfin, Monsieur le membre du jury, Monsieur le Président du jury, quel risque il y a à diriger un travail scientifique, un écrivain à diriger un travail scientifique sur sa propre œuvre? Les risques est très grand parce que Dienne, un auteur, Paul Dienne, dit que l'homme est entièrement un but de subjectivité. Et Charles Baudelaire a ajouté que la critique littéraire devait être passionnée, politique. Dans ce sens, diriger le travail scientifique sur sa propre œuvre ne permet pas au jugement de la critique de prendre distance par rapport à son œuvre. D'où vous avez raison de poser cette question et les conseils de département avaient déjà suffisamment mené un débat sur votre question où des échanges houleux ont eu lieu, mais malheureusement, on n'a pas pu
trouver le juste milieu, le moyen terme pour la tradition universitaire pédagogique nationale. Je vous remercie. Monsieur Delia. Je remercie de toutes les réponses que le chef de travaux Isatri nous donne. Le seul conseil que je lui donnerai, c'est d'essayer d'être toujours très synthétique. Surtout que les temps qui nous sont impartis sont comptés. Pour la première question, par exemple, c'était très simple de dire, au lieu d'aller dans l'historique, les romans réalistes se reposent sur des éléments topographiques, historiques, chronologiques, etc. Et certains trompent l'œil. Le roman donne l'impression de parler de réalités qu'on peut vérifier topographiquement, historiquement, même de personnages historiques, tout en étant de la fiction. Et chez Boubarika, justement, vous l'avez dit, sur la topographie par exemple, il y a des ouvrages qui se déroulent à Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa, etc., où les lecteurs peuvent retrouver certains lieux qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Donc c'est une façon de le tromper, mais lui donner l'impression que ce sont ses propres problèmes. Mais à cela, l'écrivain ajoute maintenant la dimension fictionnelle. Donc en réalité, soyez synthétique même pour les réponses que vous donnerez aux autres membres du jury. Je suis satisfait. Merci, professeur Delia. Je passe la parole au professeur Doussal. Merci, monsieur le président du jury, pour la parole que vous m'accordez. Cela a toujours été très embarrassant de parler après une éminence grise comme le professeur de tout à l'heure, Delia. J'ai eu à suivre son intervention. Je me suis dit dans la dernière réaction de tout à l'heure d'être synthétique. Je crois que nous tous nous sommes tentés d'y répondre positivement. Merci, professeur. J'ai souscrit aux éléments protocolaires de tout à l'heure à l'endroit du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, à Madame la rectrice, aux membres du jury, aux autorités des canaux de la section de la faculté des lettres et sciences humaines. Et donc, je n'y reviens plus. Merci. Venons-en au récipiendaire avec Pétran, Monsieur Norbert Ezadi et Gouma. Composition et portée de l'œuvre romanesque de Robert Gouba, de Prosper Boubarika Wamodi Wamba Vanea. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu votre travail. Je dois dire que la seconde lecture, en prenant en compte les observations de la présoutenance, a été très facilitée. Et c'est là une qualité que je voudrais relever du candidat, c'est qu'il est très ouvert aux observations. Ça, c'est beaucoup de choses qui manquent dans ce qu'on appelle l'élite intellectuelle. Être ouvert aux observations, c'est une qualité. Et en lisant le texte, nous avons réalisé que les avis émis lors de la présoutenance sont pris en compte. Je vais rapidement intervenir pour deux petits points. Le premier point, c'est une espèce d'observation que je voulais faire. Moi, je connais l'auteur de ces œuvres, Boubarika, depuis les années 1982, ici à Lupin. Il a été mon enseignant. Ça fait près de 40 ans. Quand je l'ai revu, il avait beaucoup de cheveux. Quand je l'ai revu plusieurs années après, il en avait perdu beaucoup. Je ne sais pas s'il en garde encore un peu. Je pensais que pour des œuvres pédagogiques, ce n'est pas une exclusivité. Vous pouviez mettre une photo de l'auteur dans la partie annexe, parce que les petites photos de la quatrième de couverture n'apparaissent pas claires. Ça aurait été intéressant.
vous faites un travail sur un écrivain congolais de la RDC. Si sa photo pouvait se retrouver là-bas, serait une bonne chose. Donc ça, c'est une préoccupation passagère. Je m'en vais à une question. Vous y avez plus ou moins répondu. Vous avez effleuré la réponse, mais je n'étais pas très satisfait. Je voudrais que vous puissiez percer l'abcès, aller dans le fond du problème. Vous dites que l'étude de la composition et de la portée d'une œuvre permet d'accéder à l'intériorité de l'écrivain. L'étude de la composition et de la portée d'une œuvre permet d'accéder à l'intériorité de l'écrivain. Et à propos de l'intériorité de l'écrivain, c'est vers la fin de votre exposé, vous dites que l'idéologie qui sous-tend l'œuvre de Boubarika se résume entre autres en la sauvegarde de la femme et de l'enfant, à la défense de la patrie, mais aussi en la spiritualité, la défense de la patrie et la spiritualité. Je voudrais que vous puissiez un peu nous aider sur ce dernier aspect, cette dernière thématique, la spiritualité. Comment apparaît-elle dans cette œuvre de Boubarika et quelle peut être sa source? Parce que vous avez pu accéder à l'intériorité de l'auteur. Vous parlez de la spiritualité, qu'est-ce que ça signifie? Comment cela se manifeste-t-elle à travers l'œuvre? Avez-vous un soubassement qui nous permet de justifier ces comportements? Voilà la question essentielle que je vous pose. Je dois dire que vous avez été très bon, très calme et très posé dans la présentation de vos réponses de première étape. Merci. Monsieur Zadoui, vous répondez aux questions du professeur, à la question du professeur Boussala. Il en a posé une. Merci, Monsieur le Président du jury, pour l'observation faite en ce qui concerne une photo de l'écrivain, notre compatriote en ex, Jean Kess. Nous avons dit que l'étude stylistique du point de vue de Léo Spitzer permettait de pouvoir aller vers les écarts symptomatiques et de conduire ces écarts en quelque sorte vers le biographisme, vers la vie de l'auteur. C'est pour cela qu'en annexe, vous avez trouvé un questionnaire que j'ai soumis à l'écrivain pour essayer de démêler si les éléments de l'écriture qui se trouvent dans le roman peuvent se retrouver également dans la vie de l'auteur. Et notre mémoire de DEA avait porté essentiellement sur cela, à partir comme le professeur Deya Valéria, le premier intervenant, avait suggéré qu'il fallait tenir compte des éléments, disons, de variété lexicale et thématique. Exactement, ce sont ces éléments-là qui nous ont conduit à conclure, à arriver à l'intériorité de l'écrivain. Et en ce qui concerne la spiritualité dans l'œuvre, nous avons vu dans notre exposé que l'écrivain Prosper Boubarika était un écrivain catholique, était un écrivain imprégné de spiritualité. Nous donnerons deux exemples. Le premier exemple se trouve dans Rends la mort à Rose Lydie, où, pour que Lydie restitue, excusez le terme,
on ne peut pas restituer une personne humaine, pour que l'idée remette l'enfant au comité victorien, il a fallu l'intervention du conseil paroissial qui va non seulement décourager Lydie, qui s'était déjà, du moins, qui sortait, mettait le verbe de sortir entre guillemets, avec un abbé de la paroisse, et c'est ainsi que le conseil paroissial interviendra pour que les sentiments d'agressivité de Lydie, de cacher l'enfant, soient amadoués et remettre l'enfant à la famille. Et dans Côté Rasé, non, plutôt dans le troisième roman, là, l'auteur montre comment Prospera, le personnage, va avoir une vision d'équipe vita qui va la promouvoir afin qu'elle devienne libératrice de la République démocratique du Congo, bien sûr, cette République démocratique du Congo imaginaire. Voilà, à partir de ces deux exemples, et bien sûr tant d'autres, nous pourrions conclure que l'animisme, l'intégrité spirituelle de l'écrivain Prosper Boubarika est atteint d'un véritable catholicisme auquel il est imprégné et qu'il pratique vivement. Merci, professeur, pour votre question. Professeur Michel. Merci, monsieur Norbert. Vous avez été à la hauteur de réponse que j'attendais de vous. Merci. Merci. Maintenant, je passe la parole au professeur Machani. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur Zadri, l'évaluation d'une thèse ne se limite pas seulement aux réponses que vous donnez aux questions que vous posent les membres du jury. L'évaluation d'une thèse renferme la dimension de la personnalité des arts. Moi, le temps que j'ai eu à partager avec vous, j'ai vu en vous un homme posé, un homme effacé, discret. Tu ne m'as pas donné l'occasion de me mettre mal à l'aise. À toutes les occasions qu'on s'est rencontrés depuis votre DER. De ce côté-là, je vais vous dire que je suis très satisfait de ton comportement humain. Sur le plan maintenant de la recherche, je reconnais avoir participé. Je reconnais vous avoir accompagné dans la réalisation de cette recherche. Je sais que je vous ai mis sur les rails, sur les terrains statistiques, ce qui n'a pas été facile pour vous au regard de votre formation de base des littéraires. Nous savons que les littéraires ont leur manière de mener leurs études. Ils sont réflexifs, spéculatifs, narratifs. Mais nous vous avons conduit dans un domaine, dans le domaine de la mesure, de la quantification. Ça n'a pas été aisé pour vous. Mais je dois vous féliciter pour le courage que vous avez d'aborder un aspect qui n'était pas vraiment bien maîtrisé dans votre formation de base. Et en devenant docteur, si le jury vous le permet,
vous avez l'avantage d'ajouter une autre dimension dans votre formation des bases. Avant de vous poser deux questions que j'ai prévues, je dois réitérer ici ce que je vous avais dit pendant la préférence. Les encouragements concernant le fait d'avoir analysé les œuvres d'un auteur congolais vivant que je connais, enseignant à l'Université pédagogique nationale. Et je vous avais dit qu'il y avait un autre que vous avez précédé ici. Il était venu de Bukavu, qui s'appelait Kabi, qui a analysé les œuvres de Djungu Simba, un autre professeur de l'Université pédagogique nationale. Ça montre que les profs de l'Université pédagogique nationale sont intéressants du fait qu'ils sont intéressés aussi par les chercheurs qui analysent leurs œuvres. Parce que nous savons beaucoup s'intéressent aux auteurs étrangers et souvent décédés. Mais vous vous êtes intéressés aux vivants que nous connaissons bien. Félicitations pour ça et courage. Vous dites dans votre travail ici que vous avez considéré, vous avez recouru à quelques considérations lexico-statistiques. Mais en dehors du fait que vous avez prélevé les fréquences, qui par la suite ont été transformées en pourcentage. Maintenant, ma question, quelles sont les autres considérations statistiques auxquelles vous faites allusion et qui fondent même l'algorithme de traitement des données dans votre étude? Ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième, en quoi ces considérations vont-elles amener dans le cadre de votre thèse? Vous m'avez bien compris, je peux expliciter? Oui. Alors, si vous m'avez bien compris, je remets la parole au président. Monsieur Javé, on attend vos réponses. Merci, Monsieur le Président du jury. Les profs me posent la question de savoir quelles sont les autres considérations statistiques prises en compte dans le travail à côté de relever de l'échantillon de vocabulaire de prédilection et calculer un pourcentage. Et puis, en quoi ces autres considérations pouvaient m'amener. Sincèrement, je voudrais l'avouer, je ne suis pas allé au-delà de la simple réponse à ma préoccupation qui était de voir est-ce réellement ces mots-là étaient des vocabulaires qui revenaient de façon excessive, récurrente, obsessionnelle dans le 5 romans de Prosper Dubaï, de l'écrivain Prosper Dubaï. D'autres considérations statistiques pouvaient bel et bien être envisagées. C'est tombé dans de belles oreilles quand le premier intervenant m'a dit que je n'avais pas abordé les variétés lexicales et thématiques. Et il a ouvert une brèche très intéressante lorsque, à la soutenance privée, il disait, à partir, par exemple, de lexique de prédilection vie, qui revenait dans le travail plus ou moins 13,75%.
il y avait lieu de pouvoir étager pour voir l'ordre d'importance de l'apparition de ces vocabulaires de prédilection, d'une part. D'autre part, faire un regroupement, un calcul factoriel qui permettrait de voir quels étaient les vocabulaires qui avaient plus ou moins une caractéristique commune. Il avait même illustré cela par vie. À l'intérieur de vie, il y a la famille. À l'intérieur de la famille, il y a le mariage. À l'intérieur du mariage, il y a la femme. Et puis avec la femme, il y a l'enfant. Ça forme un champ sémantique. Et apprenant la vie avec tous ces étages, il y avait lieu d'aboutir aussi au vocabulaire de prédilection qui revient 5,55 fois, c'est-à-dire la lexie politique. En fait, la politique organise la vie. Voilà, c'était merveilleux. Merci beaucoup. M. Zadri, sa sincérité, parce qu'il ne faut pas avouer des choses qu'on n'a pas faites. Et je sais qu'au stade qu'il est là, dans ses prochaines publications, il en tiendra compte. Parce qu'il ne suffisait pas seulement de prélever les fréquences, transformer en pourcentage, il fallait aller au-delà. En montrant par exemple les caractéristiques de la tendance centrale, de la dispersion, de la relation, et même la comparaison entre les fréquences qu'il a dégagées. Mais je le félicite pour l'effort qu'il a fourni, et le peu de calculs qu'il a pu réaliser l'ont permis à dégager l'essentiel des résultats en termes de l'ampleur et même des distributions. Ça, c'est déjà une grande contribution. Merci beaucoup et félicitations, M. Zadri. Maintenant, nous allons passer aux deux membres suppléants. D'abord, le professeur Johnny, qui sera suivi du professeur Landou. Et je précise qu'avec ce statut, l'intervenant n'a droit à une question. Professeur Toron. Monsieur le Président, je vous remercie de la parole. Et je vais me donner le luxe de mettre le récipiendaire également à l'aise. Monsieur Zadri Norbert, je commence par m'associer à toutes les félicitations de nos prédécesseurs pour vous dire sincèrement, correctement que malgré vos multiples occupations, vous avez pu réaliser un travail d'infiltrant. Mais je ne suis ni littéraire, ni statisticien, ni quoi que ce soit. Monsieur le ministre. Et le citoyen vous a dit que je m'intéresse dans mes différents domaines de recherche aux langues nilo-sahariennes. Alors, j'ai un petit corpus que je vais vous demander de m'analyser. Je commence par un petit corpus, si vous voulez prendre note, Lubarati, et Zadri, Madrandele, et
vous allez, en toute sincérité, comme a dit mon prédécesseur, me dire ce que les trois morphèmes qui se ressemblent dans les trois noms que je vous ai donnés signifient dans les langues nilo-sahéliennes. Parce que M. Boubarika, dont vous avez entendu le texte, a utilisé des noms qui étaient soit composés par lui-même, soit des noms réels. Mais les miens là sont également des noms réels que vous connaissez. Monsieur Norbert, c'est mon intervention. Monsieur le Président, je vous remets la parole. C'est très important d'avoir la convention de Chicago parce que vous avez parlé du caractère de votre romancier, M. Constant. Et je vous avais demandé si, dans les différents romans, les éléments qui avaient influencé sa vie étaient d'ordre purement familial ou sentimental. Et on allait revenir sur le problème de sa vie. Si le président m'autorise ou vous autorise à répondre à ma préoccupation, je serai content. Monsieur le Président. Oui, là je vous ai rappelé à l'ordre et la question que vous posez rentre dans cet ordre. Monsieur Isali, vous avez la parole. Le professeur me demande si les éléments de la vie de l'auteur ont pu influencer l'écriture de cet écrivain. Je pourrais simplement lui répondre que c'est possible. C'est possible. Mais, étant donné que nous sommes ici en analyse littéraire, je fais mien le propos de Thomas Meloni et de Makuta Mboukou qui disent que l'écriture littéraire est un bourreau des œuvres. Il s'en fout du passé ou de la vie de l'auteur, à moins que bien sûr l'on inverse dans le biographisme du type de Ferdinand Brunetière ou de Gustave Lasson. Mais en ce temps-ci, pour nous, c'est le texte, rien que le texte. Donc nous sommes dans la plurifinance. La vie de l'auteur peut avoir influencé, j'ai dit, c'est possible. Et la stylistique de Charles de Léos Wiesel nous aide justement à prendre en compte ces éléments d'inspiration. Et c'est pourquoi nous avons soumis même un questionnaire à l'écrivain pour voir si réellement il y a des éléments de sa vie qui pouvaient influencer l'œuvre, qui auraient influencé l'œuvre. Mais pour ce travail ici de proposition et de la portée, en tout cas, ce qui nous est intéressé, c'est sur le plan de l'écriture pure. Merci, professeur. Merci, président. Monsieur le Président, je vous remercie et je félicite l'étudiant. Pour la parole, j'ai lu la thèse du chef des travaux Norbert Ezadri avec satisfaction. Tous les professeurs qui ont
eu à parler avant moi en ont relevé le mérite. Je ne sais pas s'il faut que j'y revienne encore. Ce qui m'a intéressé dans cette thèse, c'est d'abord les précisions que le candidat a données sur les différents concepts opératoires qu'il a employés dans son étude. Et il l'a fait selon les différents domaines d'emploi de chaque concept. C'est vrai qu'il y a le recrutement, mais la méthodologie qu'il a choisie était intéressante. Donc ça fait partie des éléments de mérite. Le deuxième aspect, c'est l'approche que le candidat a choisie, qui a été très bien appliquée. Je ne sais pas y revenir. On en a déjà parlé. Le troisième aspect, c'est le fait que la thèse, on l'a dit, c'était une préoccupation par rapport à la composition, à la portée, etc. La thèse ici nous fait revivre les théories qui ont fait l'objet d'un large débat dans le domaine littéraire. Les théories considérées comme des critères d'appréciation de l'œuvre de Boubacar, là c'est par rapport à la thèse du chef des travaux Norbert Desadri. Et de ce côté-là, l'étude a été bien menée et les résultats auxquels le candidat a abouti sont convaincants. Alors, pour les observations, je n'ai vraiment pas d'observation à faire, mais c'est juste une contribution, c'est comme ça que je pourrais qualifier cela. C'est par rapport à la page 463 de sa thèse. Et ici, ça rentre dans le cadre de la portée. Parmi les différentes théories choisies, celle notamment de Gall, qui classifie le roman africain en différentes tendances. Alors, il y a une tendance que le candidat n'a pas clairement illustré, les refuges dans les valeurs du passé. Et ici, cet aspect-là est exploité également par Boubacar dans deux romans notamment. Et quand je vous suis ici, vous revenez souvent à ces deux romans d'ailleurs. L'eau du triomphe et Rends-la-moi ma rose, Lydie. Et dans ce roman-là, il y a l'aspect femme qui est abordé. Et la famille de Lydie et elle-même Lydie s'inscrivent en faux contre la vision moderne de la femme. Et ça, c'est une tendance. Pour eux, la femme, on doit la considérer comme on la voyait par le passé. Hein, c'est-à-dire une ménagère, une mère au foyer, etc. Donc ça pouvait bien vous aider pour illustrer cet aspect-là. Alors j'ai une question à vous poser, une seule. Là, je dois obéir aux instructions et à la recommandation du président du jury. La question que je vous pose est la suivante. Pensez-vous que la technique du camouflage constitue nécessairement une façon d'échapper à la censure ou aux poursuites judiciaires, comme vous l'affirmez à la conclusion et à certains autres endroits? Vous dites que non, c'est pour échapper à la censure ou aux poursuites judiciaires que Prosper Boubacar a recouru à cette technique-là. Alors, mais quand on vous lit, on s'aperçoit à certains niveaux que vous dites que Boubacar a dénoncé sans complaisance. A dénoncé sans complaisance. Et on lit plusieurs fois, cette expression-là revient plusieurs fois, a dénoncé sans complaisance. Est-ce qu'on peut parler encore de camouflage dans ce sens-là? Et puis le professeur
d'égaler l'un de nos pères scientifiques quand il nous a posé des questions sur le réalisme. On nous a demandé d'avoir des équipes de synthèse et il est revenu pratiquement dans la première question pour vous faire voir comment il fallait y répondre de manière synthétique. Il a relevé un certain nombre d'éléments. Il y a par exemple la topographie. Il y a la topographie. À partir de là, on peut aussi se dire que l'auteur dénonce, parce que cette topographie apparaît clairement dans l'œuvre de Boubarika. Voilà donc je m'écoute là, et c'est l'unique question que j'avais à vous poser. Je retourne la parole. Monsieur Zali, vous voulez bien répondre à la question du professeur Zali? En même temps que la technique de camouflage constitue une manière d'échapper aux poursuites judiciaires ou à la censure de l'œuvre, c'est aussi, je suis d'avis avec l'auteur de la question, c'est aussi une manière de détourner l'attention des lecteurs non avertis. Et les lecteurs avertis seulement peuvent percevoir que non, ici, en tout cas, il y a beaucoup plus de possibilités que l'écrivain parle de telle ou de telle autre situation. Nous avons des exemples célèbres. Vous pouvez nous faire grâce de cet exemple? Pardon. Merci beaucoup. Non, on peut se limiter là, cher maître. Merci bien. C'est maintenant mon tour de parler. L'arrivée de ce débat, c'est peut-être en fonction du rôle que j'ai joué dans l'élaboration de cette thèse. Donc, mon appréciation de la thèse du chef de travaux Isabri va s'articuler autour de 3 points. 1. La synthèse de ma lecture de cette thèse. 2. Les mérites de cette thèse. Et 3. Ma question au candidat. 1. Ma lecture de cette thèse. Le candidat s'est proposé d'examiner et d'évaluer dans son travail l'œuvre romanesque de Prosper Boubarika des points de vue de sa composition et de sa portée. Ce travail, il l'a structuré autour de 3 parties, il l'a dit dans sa présentation. La première, consacrée aux considérations théoriques, s'est focalisée sur la clarification des concepts opératoires de son étude, et c'est là l'objet du premier chapitre, et la définition et la description de ces méthodes d'analyse. La stylistique comme méthode majeure, dans sa triple dimension stylistique de l'expression, stylistique descriptive, stylistique de la parole ou stylistique des procédés, et stylistique de l'individu ou stylistique génétique. Et cette stylistique, cette approche stylistique a été complétée par d'autres approches littéraires sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais surtout a été enrichie, comme vous l'avez pu entendre, par des considérations lexico-statistiques. Et c'est ça l'objet du deuxième chapitre. La deuxième partie, centrée sur la composition de l'œuvre, s'est attelée à dégager les principaux éléments constitutifs de cette composition, à savoir la structure de surface de l'œuvre et la structure profonde de celle-ci. La structure de surface ou structure apparente correspond en gros à ce qu'on appelle le découpage de l'œuvre littéraire telle que programmée par
travers lequel il veut orienter la lecture qui sera faite par le public. Et on appelle ça structure apparente, parce que dès que l'analyste ouvre les différents textes qui constituent son corpus, il s'en aperçoit aisément. Quant à la structure profonde ou structurelle de l'œuvre littéraire, elle renvoie aux grandes articulations, aux grandes séquences dans lesquelles cette œuvre peut être subdivisée. Une œuvre peut avoir 5 parties, et ça c'est la structure telle que l'auteur l'a programmée, ça c'est la structure de surface, mais la structure profonde peut revenir seulement à 2. Les 3 premières parties peuvent être l'effet, et les 2 dernières parties peuvent être, les 3 premières parties peuvent être la cause, et les 2 dernières parties peuvent être l'effet. Et c'est ça qu'on appelle structure profonde. Mais on ne peut parler de structure dans l'étude d'une œuvre littéraire que si les éléments constitutifs de l'ensemble de l'œuvre sont liés les uns aux autres. C'est de là que découle l'importance accordée dans ce type d'analyse à l'étude des transitions qui sont des passerelles, des liens à l'intérieur qui assurent la transition, les liens entre les éléments constitutifs de la structure en question, à l'intérieur de chaque texte ou de chaque roman pour le cas précis, ou bien ce qui lie l'ensemble de l'œuvre comme un tout en partant du premier au dernier roman, comme c'est le cas ici. Tout ce qui est dit de la structure de surface et de la structure profonde est développé tour à tour dans le premier chapitre de la deuxième partie, intitulé « Le choix de l'auteur sur les ressources de la langue » et le deuxième chapitre qui aborde les singularités linguistiques chapitre dans lequel interviennent les considérations statistiques et lexicostatistiques. La troisième partie, réservée à la portée de l'œuvre, cette partie qui est réservée à la portée de l'œuvre, c'est employée et d'apprendre d'abord ici au sens, la portée de l'œuvre. Ce n'est pas tout à fait la signification de l'œuvre. La portée de l'œuvre, c'est le niveau auquel on peut situer cette œuvre dans la place qu'on peut lui réserver par rapport à d'autres textes. Et ici, par exemple, comme c'est un écrivain congolais, dans la littérature congolaise, dans la littérature africaine, puisque la littérature congolaise s'intègre dans la littérature africaine, et peut-être même dans la littérature universelle, la littérature. C'est ça la portée d'une œuvre littéraire. Quelle est la place qu'on doit lui attribuer? Quelle est son importance par rapport à tout ce qu'on a lu avant? Et vous êtes donné à cet exercice qui a consisté à mesurer cette portée. Et là, vous avez recouru à un certain nombre de critères. Le professeur nous l'a rappelé tout à l'heure. Vous êtes référé à un certain nombre de critères, entre autres, les critères qui ont été énoncés au colloque de Yaoundé qui s'était tenu en 1973 sur lequel le critique africain est son propre producteur de civilisation. Et au cours de ce colloque, les écrivains ont voulu montrer, insister sur ce qu'ils considèrent comme étant les critères essentiels qui devraient définir l'œuvre africaine pour qu'on la juge être une œuvre de valeur. Et ces critères sont quoi? C'est l'importance accordée au contexte, c'est-à-dire que lorsque l'écrivain produit une œuvre littéraire, on doit voir dans quelle mesure cette œuvre littéraire s'enracine dans le contexte de son environnement. Est-ce qu'il pose les problèmes de sa société? Donc, l'importance accordée au contexte. Deuxième critère, c'est l'engagement de l'auteur dans les réalités de son milieu. Est-ce que l'auteur s'intéresse vraiment aux problèmes qui se posent dans sa société? Et les deux autres critères qui ont été énoncés à ce colloque-là, c'était le critère de la négritude, c'est-à-dire est-ce que cette œuvre-là
contribue à la valorisation de la race nègre, de la culture nègre. Et l'autre critère, c'est l'authenticité. Est-ce que l'œuvre en question défend l'identité africaine, la fierté d'être africaine, par exemple? Et ça, c'est des critères qui avaient été énoncés au cours de ce colloque de la Mondiale. Et de ce point de vue-là, l'œuvre de Boubarika répond à ce genre de critères. Donc, sa portée, de ce point de vue-là, est à situer à un haut niveau. Le deuxième type de critères qui avait été avancé l'ont été par un certain nombre de spécialistes de littérature africaine et particulièrement deux auteurs congolais, le professeur Mila et le professeur Kabomobouchi. Le professeur Nandou l'a rappelé, eux ils ont essayé de circonscrire la valeur des œuvres, la répartition des œuvres littéraires d'après une typologie qui distingue les romans de la contestation, c'est-à-dire ceux qui mettent en cause le système colonial, les romans du refuge dans les valeurs du passé, le professeur Nandou a posé une question là-dessus, les romans du refuge dans les valeurs du passé, c'est-à-dire qui valorisent le passé précolonial, le passé qui se situe avant l'avènement du colonisateur. Les romans de la métamorphose qui abordent les mutations qui sont intervenues dans nos pays à la suite du contact de l'Afrique avec l'Occident. Et enfin, les romans du dépassement. Ce sont des romans dans lesquels, quels que soient les auteurs, et ici, il s'agit de Boubarika, il ne pose pas des problèmes qui sont nécessairement ceux de sa communauté, ceux de son milieu, mais des problèmes qui concernent l'homme, quel qu'il soit et où qu'il soit. Par exemple, des problèmes de liberté, des problèmes de démocratie, des problèmes des conditions de vie, l'angoisse existentielle. Voilà. Et lorsque on examine l'œuvre de Boubarika, ces éléments on les retrouve. Et la troisième série de critères, c'est ceux qui ont été énoncés par des critiques congolais, des critiques universitaires, c'est-à-dire ceux qui enseignent à l'université. Vous entendez les Kaliman Jouji, les Ndal, les Moudine, nous autres, etc. On a catégorisé la littérature congolaise en deux types. La littérature populaire et la littérature intellectuelle. La littérature populaire, c'est une littérature que les universitaires congolais, de manière générale, à certaines exceptions évidemment, considèrent comme étant une littérature de bas niveau, parce que les gens ne maîtrisent pas les canons de l'esthétique verbale tels que la loi occidentale. Et la littérature intellectualiste, c'est celle qui a leur faveur, la faveur des professeurs d'université, et qui, en fait, sont des écrivains qui ont produit des œuvres qui maîtrisent, de par leur formation, de par le fait qu'eux-mêmes ont été formés à l'école occidentale, qui maîtrisent les canons de l'esthétique occidentale. Et puis, il y a aussi un critère qu'on pourrait intégrer, celui-là venait de moi. Ce critère, c'est quoi? C'est que dans la plupart de ces classifications, de ces catégorisations, on a oublié la dimension que je considère comme étant la dimension essentielle, la dimension esthétique de l'œuvre. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on examine l'œuvre d'un écrivain pour lui accorder une valeur éminemment littéraire, on doit savoir que l'œuvre en question doit apporter des innovations dans la construction du genre dans lequel l'œuvre a vu le jour. Si vous êtes en poésie, on sait quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte lorsqu'on écrit une œuvre de poésie, et on doit retrouver ces éléments-là. Si on écrit un roman, la même chose. Si on écrit une œuvre de théâtre, quels sont les éléments qui définissent une œuvre dramatique, etc. Et de ce point de vue-là, il y a des écrivains qui se distinguent des autres parce qu'au lieu de se mettre dans le moule classique, on en a parlé ici, ceux-là introduisent beaucoup d'innovations dans leurs textes et c'est ce qui constitue, entre autres, certains éléments qui permettent de mesurer leur originalité créatrice. Et ce sont ces éléments-là sur lesquels vous êtes appuyés pour dégager la portée de l'œuvre. Ce n'est pas tout à fait la signification, c'est la place que cette œuvre
précipite dans la production des œuvres. Alors, donc, à travers tout ce que je viens de dire, vous aurez compris que le candidat, je suis revenu avec insistance parce que dans votre présentation, et parfois en répondant à des questions, vous n'y avez pas insisté beaucoup, alors que ça paraît clairement dans votre travail. Ça, c'est la portée littéraire. Mais au-delà de la littérature, quelle est la portée de l'œuvre de Boubarik? Quelle peut être la portée de l'œuvre d'un écrivain? Un écrivain est un citoyen du monde. Il observe le monde, etc. Ce qu'il dit peut servir à des politologues, à des sociologues, des économistes, des philosophes, des théologiens. Vous avez parlé des convictions de Boubarik. Là, nous sommes dans le domaine de la théologie. Et c'est ça la portée de cette œuvre au-delà du champ littéraire. Ça peut intéresser. C'est une ligne de renseignement, c'est un document qui peut renseigner les gens, quel que soit le domaine dans lequel ils se situent. Et avec ça, j'en arrive au mérite de votre travail. C'est mon deuxième point. Et là, j'irai très vite. Au regard de ce qui précède, les mérites que j'ai relevés en dehors de ce que je viens de dire, les mérites je note pour ce travail, qui est un travail de grande envergure, réside premièrement dans la précision de son objet, de son intérêt, de la formulation de sa problématique et des hypothèses qui en découlent, de la prise en compte, et vous l'avez dit dans votre présentation, dans les cas de la question, des études disponibles qui ont été élaborées par d'autres chercheurs avant vous et qui vous ont permis, à la suite de leur lecture, d'aller davantage dans le sens de ce qui fait l'originalité de votre travail. Le deuxième grand mérite, c'est la maîtrise de l'outil méthodologique. Les gens en ont parlé ici. La stylistique, avec toutes les autres méthodes, enrichies par des considérations lexico-statistiques. Le troisième mérite, c'est la cohérence dans la structuration de votre travail. On sent que, et on voit que vous obéissez à une logique claire. La première partie, c'est des considérations théoriques. Vous voulez fixer le lecteur sur ce que vous entendez par tel ou tel concept, composition, portée. Ce que vous entendez par qu'est-ce que vous comprenez par les méthodes que vous avez annoncées, leur définition, leur fonctionnement. Et la quatrième, la deuxième partie évidemment a été l'étude des deux éléments que vous avez cités dans votre présentation, c'est la composition suivie dans la troisième partie de la portée. Et le dernier mérite que je relève dans cette liste qui n'est pas exhaustive, c'est l'exhaustivité de votre répertoire bibliographique. J'ai compté votre répertoire bibliographique s'étend sur 14 pages. Ça montre que vous avez beaucoup lu. Alors maintenant, j'en arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été le président de votre commission scientifique d'encadrement. J'ai eu le loisir, à cette occasion, de vous poser toutes les questions que j'avais estimé nécessaire de vous poser. De la conception de votre travail jusqu'à son élaboration, jusqu'au moment où les trois membres de la commission scientifique d'encadrement ont accepté de vous autoriser de présenter votre travail en présoutenance et en soutenance. Alors ma question est celle-ci. Elle rejoint d'ailleurs la question que le professeur Dédia vous a posée. Est-ce qu'on peut affirmer
est-ce qu'on peut affirmer, au regard de votre décryptage de l'écriture de l'œuvre de Boubarika, que l'ensemble des romans de Boubarika sont des romans du type alsacien? Voilà ma question. Les romans de Boubarika sont-ils des romans du type alsacien? Vous avez la parole. Vous donnez ma satisfaction pour la synthèse que vous venez de faire de mon travail, un travail que j'ai commencé à élaborer, à mijoter depuis 2013, et vous le faites à moins de 20 minutes. Cela montre la distance entre le maître et son disciple. Je vous remercie. Je ne sais pas, par conséquent, si je pourrais atteindre votre cheville en répondant à cette question. Je voudrais simplement dire le roman du type alsacien sont caractérisés par ce que le professeur, le premier intervenant, appelait une topographie précise. C'est description des lieux, description des distances. Et deuxièmement, les romans de type alsacien sont caractérisés aussi par des descriptions de personnages qui deviennent en fait de contes des types, c'est-à-dire une catégorie sociale qu'on peut identifier à tout moment comme telle. Enfin, je disais que j'allais donner 3 caractéristiques. Les romans alsaciens, du type alsacien, relatent le fait avec une certaine précision, à telle enseigne que l'on peut même situer, découvrir les circonstances de ces événements relatés. À dire vrai, par référence, oui, le roman de Prosper Boubarika respecte ces caractéristiques des romans du type alsacien. On peut bien se situer dans le roman de Boubarika à partir des descriptions topologiques. Un avion 320 Airbus qui quitte Lubumbashi, c'est dénommé comme tel, à bord duquel il y a 5 passagers, et les passagers discutent entre eux en venant vers Kinshasa via Kisangani. Tout le long de ce trajet, de ce voyage, il n'y a que cet échange-là. Nous sommes en fait dans mon terrasse. Quand vous prenez le roman Las Rassi, c'est l'anagramme du personnage Sissarsa, qui lui a des ambitions politiques. Mais il échoue plusieurs fois en se présentant comme candidat aux élections présidentielles. Et en fin de compte, il arrive à gagner cette élection-là. Je pense que la relation de fait, simplement, peut aussi nous permettre de nous situer à travers notre République sur les tripatouillages des urnes, les échecs parfois inattendus aux élections, et on sent que l'auteur, l'écrivain Boubarika a essayé de penser.
J'ai parlé de Romain Rose Midi, j'ai parlé de pays dans le demeure, je pourrais bien nous en épargner. De la même façon, les descriptions de personnages, même s'il utilise la technique de camouflage, c'est-à-dire il déforme le nom par la technique courante que les linguistes connaissent, l'anagramme et les hommes de lettres, soit par Akopo ou bien Affaires, c'est-à-dire couper le début du mot ou bien la fin du mot, ou dans le premier roman Randamana Rose, la fille étant chérie par son père. Bon, je vous interromps. Votre réponse est suffisamment explicite et vous demandiez si par votre réponse vous l'avez arrivé à ma cheville, vous l'avez largement dépassé. Merci, professeur. Je passe la parole à votre promoteur, le professeur Kassim. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, ici dans une filiation. Le professeur est ma présidente de ce jury a 3 docteurs ici qu'il a dirigé, le prof Foussala, qui est de ma promotion, le professeur Landou et moi-même. C'est lui qui nous a formés tous comme docteurs. Moi, je suis le tout premier d'une famille de 14 docteurs. Donc, Ezagri, c'est un petit-fils pour lui. Et je voulais m'étendre sur la théorie et la critique littéraire, mais je ne trouve pas d'opportunité parce que personne dans le jury n'a dit le contraire de ce qu'il y a. Tout le monde a dit vrai. Sinon, je pouvais situer la critique littéraire de l'Antiquité jusqu'à nos jours, parce que c'est moi qui enseigne ça, l'herméneutique générale. Mais je trouve satisfaction et je me rallie à tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Mais je voulais apporter un peu de lumière sur 2 questions du professeur Bédia. Il dit qu'il n'a pas vu des signaux stylistiques dans le travail des amis. La stylistique est vaste et il le sait, parce que ce sont des maîtres qui nous ont formés. C'est pas pour rien que nous l'avons fait venir de Kisangani, puisque nous avons déjà, lui et moi, co-dirigé une thèse. Nous l'avons fait venir pour ça. À part la stylistique de l'expression, la stylistique de la parole, la stylistique idéaliste, il y a la lexico-statistique, il y a la stylistique structurale, la sémio-stylistique, la stylistique littéraire, la stylistique fonctionnelle. Vous voyez, les 3 premières tendances ont donné plus de 600 pages. Et si on doit ajouter les autres 4 autres, on aurait eu une thèse de 1600 pages. Donc, ça c'est des travaux qui se feront par la suite. Une autre préoccupation, c'est la question qu'il a posée, celle de savoir si un écrivain peut à la fois diriger des études sur son œuvre. Vous remarquez, nous avons recouru à lui, au professeur Bédia et au professeur Boussala, qui viennent successivement de Kisangani et de Badzamoundou. Nous n'avons pas voulu prendre le professeur Boubalika dans ce jury pour qu'il ne puisse pas être juge et parti. Dans la thèse de M. Bamani, qui sera soutenue la semaine prochaine, samedi prochain, son travail porte sur Djungu Simba et sur Prosper Boubalika. Nous avons également refusé de mettre Boubalika et Djungu dans ce jury pour qu'ils ne soient pas jugés partis. Donc vous comprenez avec quelle délicatesse on peut se mettre à analyser ou à apprécier sa propre œuvre. Alors, le maître venait de poser une question sur le roman balsacien. Mais il a bien répondu. Mais ça se trouve repris noir sur blanc dans sa thèse, quand il présente la différence entre le roman classique traditionnel et le nouveau roman. Dans le roman balsacien, le personnage répond à la vraisemblance. C'est-à-dire que c'est un homme qu'on peut rencontrer dans la rue et un homme avec qui on peut vivre dans
Le deuxième élément, c'est le cadre spatio-temporel. Eh bien, on peut retrouver dans le roman d'Alsacien un espace bien décrit qu'on peut reconnaître, et le temps du calendrier. Et puis, il y a une intrigue linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un début, un développement et une fin. Ça se trouve dans son travail. Et puis, il y a des mouvements narratifs, la narration, les dialogues, le monologue, la scène, ainsi de suite. Moi, je suis d'autant plus content que M. Dadi a été à la hauteur de son travail. Norbert, tout le va-et-vient entre chez toi et chez moi, tu me prenais parfois pour un sadique quand on se retrouvait devant le travail, pour un cynique, et en voici le résultat. Tu as vu comment le travail a été apprécié. Donc je remercie tous les membres du jury et je pense que je peux m'arrêter là-bas, je n'ai pas de dissertation à faire. Je vous remercie. Merci, professeur Kassina, promoteur de cette thèse. Maintenant, je m'adresse au public. Au public, si quelqu'un a une question à poser, il peut lever la main, mais la condition, c'est d'être au moins docteur. Je remercie tout le monde, spécialement les membres du jury. Il faut y ajouter en priorité les membres du comité de gestion qui a organisé cette séance de soutenance des thèses de doctorat en lettres et spécialement en littérature. Je ne suis pas littéraire de formation, mais je le suis quand même. Parce que les études que j'ai faites au départ sont des études de philologie et qui comprenaient et la littérature et la linguistique. Je dois me présenter. Je suis professeur de lettres à l'université de Kinshasa, professeur Bonaventure Djé. Je suis heureux, spécialement moi, heureux pour voir Norbert Ezadri défendre cette thèse aujourd'hui. Nous en avons parlé avec lui depuis longtemps, surtout quand il était transféré de Arou à Kinshasa. Et surtout qu'il donnait comme motif qu'il voudrait rencontrer des professeurs déjà attitrés pour préparer son thèse et sa thèse de doctorat. Et voilà, c'est une joie pour moi. Mais je voudrais quand même ajouter un aspect. Je suis content que quand les chercheurs africains prennent des auteurs africains aussi, leurs œuvres, ils peuvent analyser, ce qui était le cas de Norbert Ezadri. Parce que je venais d'écrire il y a quelque temps un livre justement en disant que eux,
à la manière des journalistes. Il s'agit de qui a dit quoi au sujet de qui et de quoi à l'africaine, et comment et pourquoi il analyse cette œuvre ou ces œuvres, mais à l'africaine, en regardant la structure et la forme de la société africaine. C'est très important. Mais je voudrais aussi lui poser une question. À vous plutôt, à vous, pas à lui, mais à vous, une question. C'est de la statistique que vous avez appliquée à la fin de votre travail, c'est une bonne chose, parce que dans le monde moderne, on n'utilise pas l'informatique et la statistique, on ne s'adapte pas au monde moderne. C'est une bonne chose parce que ça convainc le lecteur. Combien de fois il a utilisé ce terme et sous quelle dénomination il a utilisé ce terme. Et ça peut convaincre davantage les lecteurs. Mais aussi, je voudrais lui enfin poser la question. Si plus tard lui demandait de faire un travail, pas une thèse de doctorat, vous l'avez déjà, où vous appliquez votre lexico-statistique à la littérature, à la linguistique, est-ce que vous pourriez le faire également? Merci. Monsieur Jadri, répondez à la question du professeur Tchello, dont je rappelle qu'il est ministre honoraire de l'enseignement supérieur. Ça, il ne l'a pas dit. Posé à vous. Alors, le vous là, j'ai dit que c'est le président du jury. Enfin, si cela était destiné, je dirais que oui, la statistique peut être appliquée aux études linguistiques. Dans la mesure où, lorsque la petite notion de la linguistique gère, lorsqu'on étudie aussi les vocabulaires, la lexicologie, en tant qu'une branche de la langue, on peut trouver dans une langue les prévalences pour tel ou tel lexique. Simplement, c'est là la réponse que je peux réserver. Et s'il faut même comparer, comme il y a un spécialiste en la linguistique contrastive, à la personne du professeur Toroton, le doyen des facultés en charge de recherche, a dit qu'il était spécialiste dans les langues sahéliennes. J'espère qu'il me complétera pour dire comment est-on arrivé à comparer, du moins à conclure que telles langues sont des groupes nilo-sahéliens. Ce sont les études de préfixes, de suffixes et finalement de vocabulaire qui les constituent, et quelque part on peut trouver la base commune à toutes ces langues-là et voir la prévalence dans telle ou telle langue par rapport au vocabulaire que chacune de ces langues-là utilise. Merci, Président. Ma question c'est par rapport au docteur Jean-Pierre Matapika de la faculté des lettres au département des lettres et civilisations africaines. Je suis linguiste africaniste. Ma question est la suivante. Sachant que l'intercompénétration des méthodes peut amener à saisir de manière profonde une œuvre littéraire, et étant donné que vous avez dans votre corpus 5 romans, pourquoi n'avez-vous pas choisi la psychocritique ou la psychanalyse littéraire comme méthode qui devait accompagner la stylistique et arriver à aboutir
si l'auteur était attentif, il aurait pu trouver la réponse à cette question dans la question que le premier intervenant avait posée. Quand il disait les variétés mexicaines étaient thématiques à la lumière de la théorie de Charles Moron, systématisée dans l'ouvrage des métaphores obsédantes au mythe personnel. Est-ce qu'il y avait lieu de pouvoir étudier justement ce vocabulaire dans ce sens-là? J'avais répondu que oui, c'est une brèche vraiment importante que le professeur Dédé Valérien avait ouverte pour des recherches à venir. Je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne l'intercompenetration de méthodes, mais il y a toujours une qui est privilégiée par rapport à d'autres. Merci beaucoup. Je voulais quand même conclure. Vous avez dégagé des singularités linguistiques qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui sont des indices qui nous permettent d'entrer à l'intériorité d'un écrivain. On est en psychanalyse, donc vous l'avez fait sans recourir à Moron dans les métaphores occidentales, mais vous l'avez fait par le biais de l'hospital. Merci. Madame la rectrice, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs, madame les membres du comité de gestion, le jury a terminé son travail et vous restitue la parole pour la suite du programme. Le déroulement de cette épreuve des hautes portées scientifiques tient à remercier sincèrement le grand jury pour la pertinence des interactions engagées. Ce faisant, nous invitons très respectueusement Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale à bien vouloir autoriser la suspension de la séance.